Nous recevons d'ailleurs tout de suite l'invité qui va nous accompagner pendant cette heure d'émission. Il s'agit de Marilyn. Bonsoir Marilyn. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Merci. Alors Marilyn, on va parler de restauration de poupées avec vous au cours de cette interview. Dans un premier temps, j'ai une question assez simple finalement. Quel est votre parcours et quelle est l'histoire des poupées de Marilyn ? Comment cette aventure a-t-elle débuté finalement ? Expliquez-nous. Alors, l'aventure des poupées a démarré très très tôt, parce que finalement, la première poupée, je l'ai faite, j'avais 7 ans. Donc, quand j'étais enfant, tout simplement, on me donnait des tas de chiffons et je fabriquais des poupées. Bon, je ne savais pas à l'époque que j'en ferais un métier, donc je suis restée avec mes tas de chiffons, mais finalement, je me suis orientée vers des études d'art. Donc, quand j'étais à l'école, j'étais partagée entre la tapisserie, en fait, et la sculpture. Et ça a toujours été une volonté. D'un côté, j'avais la couture. De l'autre côté, je sculptais. C'est des choses qui vont ensemble. Et j'ai découvert, donc, tant que j'étais à l'école, j'ai visité donc, des expos de poupées anciennes. J'ai étudié la porcelaine. Mais je ne savais pas que ça allait devenir mon métier, mais finalement, tous les indices étaient là. Voilà. Et finalement, le dernier prof que j'ai eu en atelier avait travaillé dans le jouet. Il avait travaillé chez Vully, par exemple. Et je savais que finalement, on pouvait faire ce métier-là quand on sortait de l'école. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à créer des modèles. Je voulais créer des poupées. Et c'est d'ailleurs le début de mon activité, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé des poupées. Et quand je faisais des expositions, des premiers modèles que j'ai faits, il y avait des personnes qui me disaient « Oh là là, mais moi j'en ai eu des poupées quand j'étais petite. Les élastiques sont distendus, elle n'arrive plus à tenir debout. » Donc, ils m'ont demandé si je pouvais réparer ça. Donc, j'ai commencé la réparation comme ça. C'est-à-dire que j'exposais des créations, mais finalement, les personnes commençaient à m'amener, en fait, leurs poupées à eux. Donc, j'ai remonté des élastiques, j'ai remis des yeux, j'ai remis des cheveux. Je faisais aussi les robes, parce que c'est très longtemps que je fais de la couture. Mais mon problème, c'est quand c'était cassé, en fait. C'est-à-dire que je faisais des collages, mais ce qui m'ennuyait vraiment, c'est que ça se voit. Donc, je suis repartie pour faire une formation et j'ai appris la restauration de céramique parce qu'en fait, les têtes de poupées anciennes sont majoritairement en porcelaine. Et donc, pour arriver à avoir un bon résultat, j'ai refait des études de restaurateur de céramique. D'accord. Ah oui, donc effectivement, tout un parcours et donc un sujet qui vous intéresse depuis que vous êtes toute jeune. Oui. J'imagine qu'à chaque fois que vous restaurez des poupées, ça vous rappelle vous aussi beaucoup de souvenirs. Alors oui, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je crois que j'en ai eu 16. Et en plus, j'en adoptais. C'est-à-dire, si j'estimais que dans la famille, il y avait des personnes qui s'occupaient pas bien de leurs poupées, je les adoptais, en fait. Et puis, je leur refaisais des tenues, je les faisais jouer, etc. J'ai fait plein de choses avec les poupées. Par exemple, j'ai eu le camping-car Barbie et j'ai refait tous les rideaux, tout l'aménagement intérieur. C'est-à-dire que la poupée, c'était aussi une façon de faire de la création et puis de créer des choses. Alors, quels sont les différents types de poupées sur lesquelles vous intervenez ? Alors, les poupées sur lesquelles j'interviens datent du début du 19e jusqu'à nos jours à peu près. D'accord, donc vous avez tout un tas de poupées qui sont tout aussi différentes les unes que les autres, alors, j'imagine. C'est très 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 différent. Quand on parle des poupées qui sont début 19e, c'était des choses qui étaient en carton moulé par exemple. Donc, vous avez des têtes en bois ou des têtes en carton moulé. Et ces poupées-là, elles n'étaient pas forcément dédiées au jeu. Quelques-unes étaient dédiées à la mode parce que finalement, actuellement, on a des portables, on s'envoie des photos. Mais à l'époque, pour transmettre la mode d'un pays à l'autre, on se transmettait des patrons et des poupées, en fait, pour voir quelle robe était portée quelque part. Donc la poupée a aussi une fonction de transmission dans ce cas-là. Ah oui, d'accord, donc les matériaux ont beaucoup évolué et justement, ça amène ma prochaine question. Quels sont donc les différents matériaux avec lesquels vous travaillez ? J'imagine que vous avez des choses très surprenantes pour le coup. Alors, je m'adapte aux époques. Donc, je disais, donc début 19e, c'était carton moulé. Après, je vais travailler sur le biscuit. Alors, le biscuit de porcelaine, donc c'est des têtes qui sont apparues vers 1870. Et la porcelaine, dans le domaine de la poupée, ça s'est fait jusqu'aux années 50. Donc en fait, je vais restaurer ces têtes-là, puisque c'est des têtes qui se cassaient. Ensuite, on a des matériaux qui sont plutôt des matériaux qu'on pourrait dire plastiques.
C'est-à-dire, par exemple, le celluloïd. Le celluloïd, c'est un des premiers plastiques. Donc, ça avait été mis au point pour pouvoir baigner et laver les poupées. Donc, c'était mis au point fin 19e. Mais le grand moment pour utiliser le celluloïd, c'est les années 20, les années 30, jusqu'aux années 50 et au début des années 60. Et après, ça a été interdit parce que c'était inflammable. Donc, Ah oui, d'accord, oui. Et c'était un petit peu dangereux pour le coup. C'est un peu dangereux, surtout qu'il faut se replacer dans l'époque. Nous, actuellement, on a le chauffage central, mais finalement, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient chauffés avec des poêles ou des cheminées. Et j'ai des clientes qui m'ont raconté que leur baigneur avait disparu parce qu'elle s'était trop approchée de la cheminée et le baigneur avait pris feu, comme une feuille de papier, en fait. Voilà. Et oui, forcément, c'est un matériau qui est très sensible. Qui était finalement considéré comme dangereux. C'est pour ça qu'il était interdit dans les années 60 et ça a été remplacé par les matières plastiques qu'on connaît maintenant. Donc d'abord vraiment le plastique, un dérivé du pétrole, les polyéthylènes, des choses comme ça. Et maintenant, les poupées sont surtout fabriquées en vinyle. Oui, et puis j'imagine que ça n'a pas le même charme de restaurer une poupée actuelle qu'une poupée d'autrefois, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas la même volonté. Quand on restaure une poupée ancienne, on restaure un objet dans son époque. Quand on restaure une poupée actuellement, c'est du dépannage. C'est-à-dire que on a une poupée, les cils sont partis, on va remettre des cils. Enfin, c'est vraiment du dépannage. Ou alors, on a arraché le corps en tissu. Donc là, c'est vraiment de la réparation. Quand on répare une poupée 19e, on regarde dans quelle période elle a vécu et on répare pas de la même façon. D'accord. Et alors, comment faites-vous pour vous approvisionner de ces différentes matières ? Parce que forcément, vous devez vous adapter, comme vous l'avez dit, et ça ne doit pas être facile de trouver les matériaux dont vous avez besoin. Alors, les matériaux dont j'ai besoin, donc tout ce qui est papier mâché, c'est pas compliqué, parce qu'on utilise la bonne vieille méthode du journal, ça on a encore, voilà. Par contre, au niveau du celluloïd, comme c'est une matière qui a été interdite, je suis obligée de faire des brocantes ou sur Internet, de chercher des lots de pièces détachées. Des fois, ça peut être intéressant de changer une pièce. Donc, quand on a des pièces détachées, on essaye de trouver la bonne marque. La bonne couleur pour pouvoir remplacer la pièce. Alors, si c'est pas la bonne couleur, moi je peux intervenir pour la couleur, mais il faut surtout pas mettre une marque avec une autre dans le celluloïd parce qu'ils s'attaquent entre eux. Comme c'est une... Ah oui, d'accord. Ah oui. On retrouve certains celluloïds, on a l'impression qu'ils sont brûlés. C'est en fait, comme ils sont restés en contact très longtemps, au bout d'un moment, ils prennent des marques un peu bizarres. Donc, il faut faire quand même assez attention à ce qu'on met comme celluloïd avec un autre celluloïd. Ah oui, donc oui, il faut être un petit peu connaisseur quand même, malgré tout. Oui, il faut connaître. Et puis, en fait, le regard se forme, en fait. J'ai un collègue qui était brocanteur, il dit, quand on a vu un objet 1000 fois, on finit par le connaître. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire, plus on fait, plus on sait faire. Au moins, vous avez une bonne excuse pour aller chiner des choses sur les brocantes. Ah, pourquoi il faut une excuse ? Oui, parce que certains diraient je vais sur une brocante et se feraient un petit peu, je sais pas, embêter en disant bah oui, tu vas encore acheter des trucs. Alors, non, mais le problème de la brocante, c'est on sait ce qu'on cherche, mais on sait pas ce qu'on va trouver. Vous partez pour chercher du celluloïd, vous revenez avec de la porcelaine ou vous revenez avec les verres dont vous avez à peu près 50 exemplaires déjà dans le placard. Après, c'est un autre problème. Oui, effectivement, c'est pas du tout le même sujet, non. On est bien d'accord. Alors Marilyn, on va faire une toute petite pause musicale. On continuera à échanger avec vous pour découvrir votre univers dans un instant. Alors restez bien avec nous, chers amis auditeurs, pour continuer à découvrir les poupées de Marilyn. Elle a des bottes extensibles et une ceinture inoxydable, une mini-jupe amovible et un t-shirt biodégradable. Elle a un short réversible et des fossiles interchangeables, un bikini insubmersible et une veste en simili véritable. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psychédélique. Elle a des yeux irrésistibles et un sourire inaltérable, un soutien-gorge indestructible et un slip inviolable. Elle a une gaine invisible, un rouge à lèvres imperméable, une paire de seins indescriptibles et une paire de jambes interminables.
modèle d'époque, pièce authentique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psychédélique. Elle fonctionne sur pile rechargeable, elle est quasiment inusable, elle me fait sauter les fusibles. Elle est entièrement programmable, ses circuits sont infaillibles. C'est ma poupée formidable, c'est mon joujou terrible. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psychédélique. Spécimen rare, chef-d'œuvre unique, modèle d'époque, pièce authentique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psychédélique. Elle est née dans un drugstore, elle suce son pouce quand elle s'endort. Elle collectionne les fleurs en plastique, elle cueille dans les champs magnétiques. Elle est née en mai 68, elle s'habille à Carnaby Street. Elle a des oreilles bioniques, elle fait ses cours chez Prisonique. Elle dit papa, elle dit maman, elle porte des jeans, pas d'éléphant. Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du goût aux côtés de Marilyn. Elle nous présente ses poupées. Alors Marilyn, lorsque vous restaurez un objet, votre souhait à vous c'est de le respecter au maximum. Qu'est-ce que cela signifie? Expliquez-nous. Alors, il y a deux points de vue. Où c'est un objet qui est vraiment un objet d'art. Donc là, à ce moment-là, on va regarder toute l'histoire de la fabrication, dans quelle période il a été créé et ce que ça doit donner finalement quand il est restauré. Donc ça, c'est l'objet d'art. Donc quand c'est un objet d'art, ce qu'on fait, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de restauration. Donc on a des restaurations de conservation, c'est-à-dire que si un objet est cassé, qu'on ne veut pas perdre les morceaux, il faut les coller. Mais on n'est pas obligé de faire une restauration qui ne se voit pas. Donc on va conserver, nettoyer, pour que ça puisse durer dans le temps, mais pas pour autant qu'il soit remis à neuf. On peut avoir aussi ce qu'on appelle les restaurations illusionnistes, c'est-à-dire qu'on a un objet complètement explosé et on veut faire voir comment il était à l'origine. Donc là, à ce moment-là, on va analyser toutes les parties qui restent, voir si on peut refaire les petites pièces détachées et surtout faire des retouches pour qu'il retrouve sa couleur d'origine sans pour autant tout couvrir. En fait, on essaye d'en conserver au maximum, mais quand on voit l'objet, on n'a pas l'impression qu'il est cassé. D'accord. Et après, il y a les restaurations qui sont liées à une histoire. Ça peut être une histoire familiale ou ça peut être dans l'histoire elle-même. Les histoires familiales, c'est-à-dire que c'est un objet qui a été transmis de génération en génération et tout le monde a un souvenir à ce moment-là. Les personnes qui arrivent dans l'atelier, souvent, elles savent ce qu'elles ont vécu avec. Donc là, c'est très important d'écouter l'histoire de l'objet pour savoir ce que l'on doit rendre, en fait, à la sortie. C'est-à-dire que c'est... Alors, pour donner un exemple très concret, par exemple, un baigneur, on peut ou le remaquiller ou le laisser démaquiller. Il y a des personnes qui vont vous dire « Moi, je veux que l'on voit qu'il a vieilli, qu'il a passé du temps, qu'il est usé et c'est normal. » Ou d'autres personnes font « Moi, je veux le revoir comme il était à l'origine quand j'étais petite. » Après, ça dépend en fait du sentiment de la personne qui vous confie l'objet. Donc ça, il faut toujours écouter en fait sur ce point de vue-là. Oui, c'est très important, hein, vous avez totalement raison. Donc si je résume bien, en fait, votre objectif, c'est quand même d'essayer de rester fidèle au maximum à l'objet et de ne pas restaurer un petit peu n'importe comment en mettant un petit bout de ci, un petit bout de ça par là. C'est vraiment de rester fidèle à ce qu'il était, quoi. Fidèle à ce qu'il était. Généralement, on fait des restaurations qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'on pense à l'avenir. En fait, ce qui vieillit le plus vite dans une restauration, c'est la restauration elle-même. Donc, il faut qu'il puisse être restauré dans l'avenir. À savoir que les produits qu'on utilise maintenant sont bien plus au point qu'il y a 30 ans. Donc, finalement, la restauration va se conserver plus longtemps.
Et oui, bien sûr, ça a beaucoup évolué, tout à fait. Et alors, vous le disiez, ce qui est très important, c'est le temps d'échange que vous avez avec les personnes avant de commencer, parce que ça permet d'en savoir un peu plus sur l'histoire de toutes ces poupées. Alors justement, tiens, puisqu'on parle d'histoire, est-ce que vous avez peut-être quelques exemples d'objets un petit peu anciens, de poupées un peu anciennes, dont vous souhaiteriez nous parler peut-être? Alors, il y a des histoires étonnantes. J'ai restauré une poupée qui était restée pendant la Première Guerre mondiale vers Verdun, donc dans une maison qui avait été complètement détruite. Ils ont retrouvé que la poupée qui était au grenier, qui n'avait pas été brûlée, alors que tous les meubles pour chauffer avaient été brûlés. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, il y avait eu des insectes qui avaient passé dessus. Enfin, voilà. Ils ne savaient pas pourquoi cette poupée était restée. Ils l'ont fait restaurer et finalement, elle était intéressante parce que déjà, elle avait cette histoire-là de base, comme quoi elle était dans une maison où tout avait été finalement brûlé pour chauffer. Et en plus, toutes les générations après, une fois qu'elle a eu été récupérée, c'était une poupée fin 19e, avaient fait des vêtements. Donc vous aviez les vêtements fin 19e qui étaient conservés, mais qui avaient eu des insectes qui étaient intervenus dessus. Donc il y a des vêtements des années 20. Jusqu'aux années 50, elle avait une tenue qui correspondait, enfin elle avait des tenues qui correspondaient à toutes les époques. Donc ça c'était c'est génial. Ah oui, ça c'était assez rigolo. Mais cette poupée particulièrement était vraiment liée à l'histoire, le fait que... Et j'en ai une autre qui était assez rigolote, c'était un baigneur, là, pour le coup. Et en fait, généralement, on restaure les trous. Enfin, le but de restaurer une poupée, c'est de restaurer les trous. Or, ce baigneur-là avait plein de trous sur une fesse. Je fais, je vais boucher, je vais vous refaire une petite retouche, ça va être sympa. Oh, surtout pas, ne rebouchez pas les trous, puisque l'ancienne propriétaire, qui est ma sœur, à qui je vais réoffrir le baigneur, est devenue infirmière. Donc, ça faisait partie de l'histoire de la poupée. Elle s'était d'abord entraînée sur la poupée, d'où les trous sur les fesses. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, comme quoi, il y a des petites histoires des fois. Ah bah, des fois, la petite histoire est aussi importante que la grande histoire. Oui, mais c'est bien. Au moins, vous pouvez raconter des choses avec vos poupées. Ah ben, on raconte. De toute façon, il y a beaucoup d'objets qui passent à l'atelier. Il n'y a pas que des poupées, mais les poupées, elles, viennent avec une histoire. C'est toujours lié. C'est l'objet le plus affectif. Quand je restaure une céramique, on restaure une céramique, on regarde le fabricant, ce que c'est un objet d'art, point. On respecte l'objet, certes, mais c'est très rare qu'on arrive avec des histoires type elle a été offerte et puis c'est devenu une infirmière ou elle a été cassée pour X raison. D'accord. Aussi, si, j'ai une histoire comme ça. J'ai restauré une céramique qui avait une histoire et c'était très très drôle. C'était un trophée d'escrime. Le monsieur avait été champion d'Europe d'escrime en 95. Et en fait, le trophée était en faïence. Et il a cassé le trophée assez vite. Et il s'est dit, on n'est qu'une fois champion d'Europe d'escrime. Donc, j'ai gardé les morceaux. Et des années après, donc il a gardé les morceaux dans un sac plastique. Et des années, on s'est rencontrés sur une expo et je lui ai restauré son trophée. Mais celui-là, il avait vraiment une histoire. Ah oui, d'accord. Oui, donc effectivement, vous ne faites pas que des poupées. Je travaille beaucoup dans le personnage, mais je ne fais pas que des poupées. Et finalement, c'est la matière qui compte. La poupée, ça mène à tout. Dans la poupée, vous avez de la porcelaine, donc vous pouvez restaurer la porcelaine. Vous avez du papier mâché, donc vous pouvez restaurer du papier mâché. Vous avez tout ce qui est vêtements, donc je peux refaire des vêtements, des choses comme ça. Enfin, la poupée mène à tout. Eh ben écoutez, en tout cas, on aura le plaisir d'en reparler un petit peu plus tard dans l'interview. On va continuer à se pencher un petit peu sur ces poupées car il y a beaucoup de choses à dire sur votre travail. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander quelque chose qui concerne toujours la restauration. Comment est-ce que vous jugez que la poupée est réparable ou non ? Quels sont les critères sur lesquels vous vous basez finalement ? Alors, je me base sur l'environnement. Déjà, je pose souvent la question où la poupée a été stockée. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas envisager. Quand vous avez un objet qui a plus de 100 ans, vous ne savez pas s'il est resté au grenier tout le temps, s'il est resté à la cave tout le temps, dans quel endroit il était. Et l'environnement a une énorme influence sur la conservation de l'objet. Tous les objets qui ont pris l'humidité, généralement, s'épluchent. C'est-à-dire que la majorité des poupées, par exemple au 19e, étaient faites en bois et il y avait des enduits dessus. Et quand ça prend l'humidité, l'enduit se détache en fait du corps. Donc quand on discute avec les personnes, si elles disent que ça a été à l'humidité, on commence par voir si au séchage, il y a des choses qui se décrochent ou des choses comme ça. Donc ça, on sait que c'est restaurable, mais il va falloir avoir du temps. Quand une porcelaine est cassée, on sait que c'est restaurable. La porcelaine, c'est un matériau formidable. Hélas, ça casse, mais par contre, ça va se conserver ad vitam aeternam. Donc, on sait que même si c'est cassé, on va pouvoir envisager une restauration sans problème.
Voilà. Mais le plus gros problème, finalement, c'est tout ce qui est plastique. Alors, le celluloïd, par exemple, si vous l'avez laissé au soleil, j'ai eu le cas, par exemple, d'un celluloïd qui était resté dans une véranda en plein soleil. Il s'est autodétruit. C'est-à-dire que le soleil l'a cuit. Et en fait, la dame a pris le baigneur. Il s'est effrité parce que le soleil a cuit la matière. Et c'est la même chose avec tous les plastiques des années 60. Donc pour les personnes qui en ont, quand ce plastique devient blanc, généralement il devient irrestaurable. Ça veut dire que la matière durcit et on peut pas faire grand-chose après à part changer les pièces. Donc à protéger absolument de la lumière. De la lumière, oui, les UV, pour beaucoup de choses. Tout ce qui est pigment rouge, les UV n'aiment pas. Enfin, généralement, ça décolore complètement. Et oui, je crois que les UV, c'est ce qui abîme le plus tous les objets en règle générale. Et oui, bien sûr, tout à fait. Alors Marilyn, on refait une toute petite pause musicale, mais promis, on se retrouve dans un instant sur les ondes de Variance FM pour continuer à parler de la restauration de poupées. Une poupée de porcelaine, ce n'est pas ce qu'il te faut. Muette, discrète, craintive, passive, ça t'ennuierait. Wow, wow. Une poupée de porcelaine, je veux bien si je deviens ardente, vibrante, aimante, troublante auprès de toi. Être toujours belle et disponible pour une fille aujourd'hui, c'est facile. Je voudrais pourtant assumer ma vie et ne plus rien faire à demi. J'ai besoin d'aimer et de choisir, de t'appartenir et de te suivre. Ne pas être l'ombre frivole de ton ombre. Vivre pour moi, c'est aimer. Une poupée de porcelaine, ce n'est pas ce qu'il te faut. Muette, discrète, craintive, passive, ça t'ennuierait. Oh, oh. Une poupée de porcelaine, je veux bien si je deviens ardente, vibrante, aimante, troublante auprès de toi. Savoir deviner les inquiétudes que parfois tu voudrais me cacher, par sollicitude ou par tendresse, par amour pour moi, je le sais. Chaque jour m'éveiller et me sentir protégée par ton tendre sourire. Tu vas tout m'apprendre, je vais tout offrir. Vivre pour moi, c'est aimer. Une poupée de porcelaine, ce n'est pas ce qu'il te faut. Muette, discrète, craintive, passive, ça t'ennuierait. Oh, oh. Une poupée de porcelaine, je veux bien si je deviens ardente, vibrante, aimante, troublante auprès de toi. Une poupée de porcelaine, ce n'est pas ce qu'il te faut. Muette, discrète, craintive, passive, ça t'ennuierait. Oh, oh. Une poupée de porcelaine, je veux bien si je deviens ardente, vibrante, aimante, troublante auprès de toi. Oh, oh. Une poupée de porcelaine, je veux bien si je deviens ardente, vibrante, aimante, troublante auprès de toi. Oh, oh. Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du goût aux côtés de Marilyn. Elle nous présente ses poupées. Alors Marilyn, sur quel type de matériaux avez-vous le plus de difficultés, vous, à intervenir? Et à l'inverse, quels sont ceux qui sont les plus agréables finalement à travailler? Alors, moi, je suis une fan de porcelaine, donc je vais vous dire, la porcelaine, c'est ce que je préfère. Donc, après, les vieux tissus. Alors après, on est obligé de trouver une solution. Est-ce que le tissu, on le conserve ou est-ce qu'on le remplace?
Donc là, on est obligé de se poser des questions, de faire des tests, voir si on peut mettre des pièces ou si vraiment on doit remplacer. Le tissu, c'est compliqué. Et tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est plastique, quand ça a vraiment durci, quelquefois vous avez un objet, vous avez l'impression qu'il est en bon état et quand vous commencez à travailler dessus, vous voyez que finalement il va terminer en morceaux quoi que vous fassiez. Et il y a des choses que je peux pas restaurer. Il y a des marques de poupées qui ont fait des erreurs de fabrication de base. Je pourrais citer Rénal, par exemple, qui avait fait des bébés qui étaient magnifiques. Ils appelaient ça des bébés peau d'ange. Et en fait, la matière s'est autodétruite très très vite. C'était très très beau, mais dans l'enfance des personnes qui ont eu ça, souvent le baigneur s'est autodétruit. Donc là, on trouve des solutions de remplacement. Je refais des corps en tissu, des choses comme ça, mais la matière elle-même n'est pas restaurable. Et oui, bien sûr, il y a des matières qui sont plus fragiles que d'autres, comme vous le disiez de toute façon. Ouais. Donc voilà, certaines disparaissent avec le temps. Et justement, le risque que vous avez quand vous faites de la restauration, c'est effectivement que quand une personne vous confie une poupée, cette poupée, comme vous le disiez, se désagrège, s'abîme et qu'elle ne soit plus exploitable par la suite. Donc il y a quand même un petit risque pour vous aussi et pour la personne qui confie sa poupée. Après, selon les matières, oui, on sait si ça va se conserver ou pas. De toute façon, la restauration, on n'est jamais sûr de tout, en fait. On regarde, mais c'est ce que je disais sur on ne maîtrise pas l'endroit où l'objet a été stocké pendant les 100 ans précédents. Tout à fait. Donc, après, on peut avoir des surprises. Voilà, il faut l'admettre. Bon, en règle générale, il y a quand même quelques indices, mais il faut regarder. Il y a des objets aussi très anciens qui sont dans la poupée, c'est comme la cire par exemple. La cire, c'est quelque chose qui se conserve très très bien alors que ça fond finalement au soleil. Et on voit des objets en cire, des poupées en cire qui arrivent jusqu'à nous et finalement c'est le moment où elles sont restées au soleil qu'elles fondent. Il y a des choses qui se conservent pendant 150 ans et qui arrivent en 2026 qui disparaissent parce qu'on l'a laissé au soleil, parce qu'un chien a décidé de s'intéresser à son cas. Donc il y a des choses un petit peu étonnantes. Et oui, c'est sûr, forcément. Et alors, en termes d'outils, de quoi vous servez-vous pour réparer les poupées ? Quelles sont les choses que vous utilisez, notamment ? Alors, il n'y a pas de fournisseur qui dit, voilà, vous avez des outils pour restaurer les poupées. Je suis obligée de faire de trouver des solutions. Donc, j'ai pas mal d'outils qui sont issus de la dentisterie, par exemple. Tout ce qui est outils de modelage. Je trouve des solutions pour adapter en fait à mon activité, mais il n'y a pas d'outils dédiés à la restauration de poupées. Donc on regarde, on essaye et on s'adapte. Oui, une bonne pince et un pot de colle finalement. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est efficace, on est d'accord. Ah mais attention, les colles c'est très compliqué. Ah non, faut pas. dans les collages c'est alors. Justement, c'est vraiment ma bête noire, les collages. Parce que le problème, c'est de restaurer un objet qui a été bidouillé. C'est-à-dire que la personne se dit, tiens, si je collais. Sauf que bien sûr, on ne note jamais la colle qu'on a mis. Et là, moi, il faut que je retrouve la solution pour décoller. Et quelquefois, ça peut être compliqué. Quand on a mis des néoprènes ou quand on a rempli, quand on a fait 3-4 essais. Le mieux, là, je suis en train de travailler sur une pièce comme ça, c'est quand on a essayé de coller de la cire avec de la superglue, par exemple. C'est une très mauvaise idée. Alors, la cire, c'est une matière grasse, on l'utilise pour pas que ça colle, c'est comme si on mettait du beurre dans un moule, des choses comme ça, donc on ne peut pas vraiment le coller, ça se soude. Et quand on met de la colle sur ces matières-là, ça fait une épaisseur. Cette épaisseur-là jaunit et tache la cire. Donc c'est-à-dire que le remède a été pire que le mal. Sauf que moi, pour restaurer, il faut que j'enlève tout ce qui a été fait et on est obligé d'enlever une partie de l'objet. C'est vraiment dommage. Des fois, il vaut mieux l'amener avant de faire des essais. Tout à fait. Et puis, en dehors de la partie collage, j'imagine que vous avez également un peu de peinture parfois, que vous remettez un petit peu à jour certaines colorations, notamment aussi peut-être ? Oui, voilà. Donc, on agit par retouche. C'est-à-dire que je vais prendre la carnation de l'objet d'origine, la couleur, et je vais essayer de retrouver cette couleur et par fondu, on fait une retouche. Voilà. Mais j'essaie de conserver au maximum les couleurs d'origine. Tout ce que je peux conserver, je conserve.
D'accord, oui, et c'est pas évident, parce qu'il faut retrouver la bonne teinte et c'est pas évident. Ça se fait. Après, le problème, c'est le nombre de pièces. C'est-à-dire que si vous avez une tête cassée en 3 morceaux, si vous avez un objet cassé en 2 morceaux et un en 10 morceaux, le taux de conservation va pas être le même. Voilà. D'accord. Alors, lorsque vous ne pouvez pas réparer certaines poupées, comment procédez-vous ? J'imagine que vous faites en sorte de la reconstituer, peut-être avec de la sculpture notamment ? Alors, je fais de la sculpture. Alors, la sculpture, ça concerne surtout, sur les poupées, ça concerne surtout les mains et les pieds. Les têtes, par contre, c'est compliqué, parce que finalement, la tête, c'est l'identité de la poupée. Donc, je ne vais pas vous refaire une tête, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, et à savoir que 80% de la valeur d'une poupée, c'est la tête. Donc, on ne change pas les têtes. Par contre, s'il manque des doigts, je vais refaire les doigts, des choses comme ça. Ça n'a pas d'importance sur la valeur de la poupée. Par contre, si la tête est cassée, je peux reconstituer. Et même s'il manque des bouts sur cette tête cassée, je peux faire les bouts qui manquent. Mais par contre, si votre tête, non pas votre tête, la tête de la poupée a disparu, je ne vais pas vous resculpter, ça n'a aucun intérêt. D'accord, donc vous sculptez principalement donc les bras, les jambes, les les bras, pieds. les jambes. Et si je sculpte des têtes, c'est de la création. Sur des santons anciens, on peut recréer des têtes comme à l'origine. Mais sur les poupées qui ont vraiment une valeur, on ne recrée pas les têtes. D'accord. Et quand vous faites de la sculpture en général, c'est avec quelle matière justement que vous faites en sorte de recréer ces poupées ? Alors moi, j'utilise des cires à modeler qui ont l'avantage de ne pas réduire. Alors, quand on sculpte avec de l'argile, il y a une rétractation de l'argile. Donc, l'objet qu'on a sculpté, il maigrit, en fait, entre le moment où on le sculpte et le moment où on l'obtient. Donc, je travaille avec des cires, donc elles gardent la taille, et après, je fais des moulages. Et dans ces moulages, je vais mouler la matière qui m'intéresse. Si je restaure de la cire, je vais couler de la cire, ou sinon, je vais agir avec des résines, avec des porcelaines à froid, selon ce que je dois obtenir. D'accord. Bon, en tout cas, c'est très intéressant parce qu'on en apprend un peu plus grâce à vous sur la manière dont se passe la restauration de poupées. Et ça n'est pas fini puisque j'ai encore pas mal de petites questions pour vous. Et cette fois, on va parler notamment de la partie vêtements parce que ça a aussi une importance justement sur ces poupées. Alors, qu'est-ce que vous y faites sur ces vêtements ? Est-ce que vous faites de la couture peut-être pour faire en sorte Alors, je fais de la couture. Alors, si les vêtements ont disparu, on discute avec les personnes qui m'amènent les poupées et on voit ce qu'ils veulent. Donc, moi, je leur fais des propositions par rapport au tissu, par rapport à l'époque de la poupée. On fait un croquis et selon ce qu'ils ont envie de faire, je fais la robe ou le costume qui est sur le croquis. C'est que du sur-mesure. Et c'est là, vraiment, la discussion avec le client est très, très, très importante. D'accord. Et alors, justement, est-ce qu'il vous arrive, pour les robes, plutôt que de les créer de toutes pièces, d'aller les chiner également sur les brocantes, peut-être ? Oui, ça peut arriver. Mais souvent, c'est décoloré. Alors, normalement, on garde les robes d'origine pour les poupées. C'est plutôt sympa, ça leur donne de la valeur. Mais souvent, les robes anciennes, on se retrouve avec des grosses décolorations, surtout quand elles sont restées dans les vitrines. Donc, par exemple, vous avez votre robe bleue, finalement, elle est blanche et bleue derrière. Donc, c'est pas très, très joli. Alors, ça m'est arrivé déjà de reprendre des patrons sur des robes anciennes. Et puis, quelques personnes veulent la robe ancienne, donc on la met. Mais c'est pas toujours le cas. Mais une robe, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez votre poupée qui est d'origine avec une robe d'origine qui n'est pas forcément bien conservée, on peut refaire le patron, mais ça n'enlève pas de valeur à la poupée puisque vous conservez aussi la robe d'origine avec la robe que vous avez fait faire. D'accord. Bon, en tout cas, ce qui est chouette, Marilyn, c'est qu'on apprend énormément de choses grâce à vous. Le temps passe très vite, il est grand temps de refaire une pause musicale, mais on va se retrouver d'ici quelques instants et on terminera cette interview avec, encore une fois, plein d'anecdotes croustillantes de votre part. Une poupée qui fait non, 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 non toute la journée. Elle fait non, 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 non. Elle est tellement jolie que j'en rêve la nuit.
oui. Sans même écouter, elle fait non, 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 non. Et sans me regarder, elle fait non, 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 non. Pourtant je donnerai ma vie pour qu'elle dise oui. Pourtant je donnerai ma vie pour qu'elle dise oui. Et c'est une poupée qui fait non, 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 non. Et toute la journée, elle fait non, 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 non. Personne ne lui a jamais appris que l'on pouvait dire oui. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du goût aux côtés de Marilyn. Elle nous présente ses poupées. Alors Marilyn, d'accord. Alors on va maintenant parler un petit peu de cas généraux et notamment de toutes les poupées que vous avez pu restaurer. Alors justement, parmi toutes celles sur lesquelles vous avez fait votre travail, est-ce qu'il y a eu peut-être des objets de valeur ou des objets d'art peut-être que vous voudriez citer sur les ondes, des choses particulières notamment dont vous voudriez nous parler ? Il y a des poupées qui ont été faites par des sculpteurs. Il y a notamment une poupée, alors une marque connue pour les collectionneurs, qui est la marque Jumeaux. On l'appelle la Jumeau Triste. Et elle a été sculptée pour Jumeaux par Carrier-Belleuse. Donc là, j'en ai eu plusieurs à l'atelier et de toutes les tailles, dont une qui est restée en parfait état. Donc c'est une poupée qui date de 1885 par là. Et quelqu'un l'avait mise sur un canapé et s'est assis violemment. Et la poupée, qui était restée plus de 100 ans en bon état, s'est retrouvée en mille morceaux. Et c'est vraiment dommage parce que ça rentre quand même dans les objets d'art et les objets rares. Et oui, bah oui, forcément. Ah, c'est dommage pour une poupée de finir comme ça quand même. Hein. Ah ben il y en a d'autres. Il y en a une qui était vers 1840. C'était une princesse Eugénie. Donc c'était une poupée très grande qui avait été dans une famille suisse pendant très longtemps. Et un caniche s'est intéressé à son cas et lui a mangé la moitié du visage. Ah oui, d'accord. Alors là, en termes de sculpture, j'ai refait l'autre partie du visage. Alors c'était en papier mâché, donc j'ai refait en papier mâché, mais c'est dommage. Enfin, on se dit, alors, on est content de faire ce travail-là, on est content, il y a une satisfaction quand c'est réussi et que le client est content, mais en même temps, c'est quand même un peu dommage que ça ait été mangé par un chien 150 ans après. Et ce qui est chouette également, c'est que dans votre métier, finalement, on partage pas mal d'émotions, on partage également des sentiments vis-à-vis de ces poupées, en fait. Les gens viennent vous voir avec des souvenirs, et ces souvenirs, j'imagine qu'à chaque fois, vous êtes très heureuse de pouvoir les partager avec eux. Oui. Par exemple, j'ai restauré un baigneur. C'était le baigneur de son papa. Et elle l'a conservé dans un sac. Et elle s'est dit, faut vraiment que je le fasse restaurer. Et quand je lui ai renvoyé... Alors, c'était une dame qui était en Belgique. Quand je lui ai renvoyé, elle était très, très contente. Vous imaginez pas, c'était le baigneur de mon papa. C'était très, très important que je le fasse restaurer. Ah, c'est génial. Et alors, votre métier, finalement, est assez rare. Hein. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de personnes qui restaurent des poupées. Il y a très peu de personnes qui ont un métier comme le vôtre. Et du coup, la clientèle vient de loin, finalement, pour vous demander vos services. Vous avez d'ailleurs des pièces qui viennent à la fois d'Europe et de certains pays du monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, j'ai une poupée rénale qui est venue de Californie.
Donc c'est une histoire rigolote rigolote. Disons que la dame était moitié française, moitié américaine. Donc et elle estimait que cette poupée, comme elle venait de France, elle devait être restaurée en France. Ah ouais, d'accord. Oui. Donc elle m'a envoyé la poupée, je lui ai renvoyé la restauration. Et une autre poupée, alors qui est très particulière, c'était une poupée qui avait été faite dans les années 90 par un artiste qui s'appelle Murakami. Et le monsieur était un grand collectionneur. C'est des poupées que j'ai pas du tout l'habitude de restaurer. D'ailleurs, j'ai appris qu'il avait fait des poupées quand il m'a envoyé le costume. Eh bien, ce costume était rouge et il l'a laissé au soleil. Et il a complètement jauni. Donc il a fallu que je lui refasse exactement le même costume, parce que c'était quand même une œuvre d'artiste, donc il fallait faire exactement pareil. Et je lui ai dit, mais moi je veux bien le faire, mais Murakami est encore vivant, vous pouvez lui demander. Il veut pas refaire, il veut pas faire le suivi. Donc j'ai refait le costume à l'identique. Ah ouais, d'accord. Vous avez fait le service après-vente des artistes, en fait. Bah oui, mais moi je pensais, oui, enfin... Tout à fait. Et comme quoi, finalement, il faut être ultra polyvalent dans votre métier. Complètement, mais j'aime bien quand les projets sont individuels et puis on apprend toujours un tas de choses, parce que finalement, il y a toujours l'objet, là en l'occurrence, c'était un objet que j'avais jamais vu, que je ne connaissais pas, et j'ai découvert, j'ai été rechercher, et ça rend le projet intéressant quand on va rechercher l'environnement, et ça fait combien de temps ? Ça va faire 29 ans cette année que je fais ce métier-là. Et finalement, j'ai encore plein de choses que je connais pas. Et ça, c'est génial. Mais c'est bien, ça vous fera des choses à raconter encore peut-être pour les années à venir, comme ça. Voilà, je reviendrai. Exactement. Et alors, est-ce qu'il vous arrive aussi de travailler avec d'autres professionnels pour restaurer certaines poupées, notamment ? Alors, en poupée, très peu. Là, je travaille directement. Après, dans tout ce qui est matière céramique, oui, ça m'arrive. Je travaille notamment avec une restauratrice de bronze qui est dans la banlieue parisienne. Quand elle restaure les bronzes et qu'il y a des petites porcelaines au milieu très fines, généralement je fais toutes les petites peintures, les reconstitutions de petites fleurs là pour elle. Je travaille avec elle. D'accord, c'est bien de pouvoir mettre ses talents finalement au service d'autres personnes finalement, et de travailler avec eux pour finalement renforcer ses capacités. Oui, et puis c'est toujours intéressant. Puis on discute avec les professionnels. Je travaille quelquefois avec un horloger à Clermont, qui est, pour tout ce qui est mécanisme d'automate. Ah, c'est chouette en tout cas, c'est très très chouette. Parce que moi je touche pas au mécanisme, c'est un autre métier. Alors, on a parlé forcément du fait que vous faites d'autres choses que les poupées. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Quels sont les autres objets sur lesquels vous avez le plaisir de travailler ? Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des exemples, justement, pour que ce soit un petit peu plus parlant ? Tout est dérivé de la poupée, finalement. Donc, il y a les céramiques en règle générale. Et les santons, surtout les santons fin 19e, c'était des santons en cire. Donc c'est exactement les mêmes techniques que pour faire des poupées en cire. Donc c'est de là qu'est venue cette demande, en fait. C'est pas moi qui... On m'a amené ces objets-là et vraiment les techniques sont similaires. Donc par exemple pour rééditer des mains, pour rééditer des pieds... Et aussi pour refaire certains vêtements, je travaille aussi sur ces santons-là. D'accord. Ah oui, non, c'est chouette. Vraiment, vous vous diversifiez beaucoup, en fait. Hein. J'ai travaillé aussi sur un automate forain, à refaire une tête, toujours de la cire, parce que finalement, c'est une matière qui est assez intéressante, pour refaire une diseuse de Bonaventure, avec les yeux qui se fermaient et qui s'ouvraient. Voilà, donc ça, c'était un projet unique. J'en ai fait qu'un, mais c'était super intéressant. Après, de toute façon, chaque projet est unique. Hein. Ça, oui, c'est clair. Oui, mais c'est rigolo. Et puis, on n'est plus du tout sur la même taille que les objets comme les poupées. Non, puisque c'est des tailles humaines. Donc, vous en êtes à sculpter des têtes un peu plus grandes, mais vous sculptez comme une poupée, parce qu'une poupée, il faut laisser les yeux pour qu'on puisse mettre des yeux à l'intérieur. Vous sculptez pas les cheveux, puisque vous allez rajouter une perruque. Donc, c'est exactement le même système, en plus grand. D'accord. Et du coup, quel conseil pouvez-vous donner finalement maintenant à toutes les personnes qui nous écoutent pour pouvoir garder nos poupées, éviter qu'elles se dégradent également avec le temps ? Alors, quelle que soit la poupée, une poupée qu'on a eue hier ou une poupée qui a plus de 100 ans, faut pas la laisser au soleil.
Ça, faut vraiment éviter. Déjà, oui. Et non, mais c'est super important, voilà. Éviter la poussière. La poussière, donc les vitrines, c'est pas mal. Et alors, ce que j'ai fait pour éviter les mauvaises idées, j'ai fait sur le site, j'ai fait des fiches techniques, c'est-à-dire comment on nettoie la porcelaine, comment on nettoie un baigneur en celluloïd. Donc ça permet d'avoir des lignes directrices et de le faire soi-même. Ah, c'est génial. Ouais, des bons petits conseils sur le site internet. Ouais, par alors. exemple, pour recoiffer une perruque de poupée. Quand vous avez une perruque qui est en cheveux naturels, vous pouvez le faire vous-même. Le tout, c'est de prendre le temps, tranquillement, mais on peut le faire soi-même. On a des Bien sûr. produits. Voilà, donc j'ai fait des fiches techniques comme ça pour la base, en fait, pour entretenir simplement sa collection. D'accord. Alors parlons maintenant un petit peu de projet avec vous. Est-ce que vous avez des choses qui sont actuellement dans les clous, peut-être des choses que vous avez commencé à restaurer, des choses un peu particulières que vous souhaiteriez aborder avec nous? Alors moi, je suis dans je travaille par thème. En ce moment, je suis dans la cire. Donc je travaille en ce moment sur une cire de Nancy qui étaient des cires qui étaient éditées pour faire des tableaux. Voilà, c'est de l'art religieux généralement. Et c'est intéressant parce que c'est pas de la 3D, c'est du... Donc je dis c'est intéressant parce que c'est pas de la 3D, c'est de la sculpture en bas-relief. Donc c'est très plat et en même temps vous avez des tout petits doigts, vous avez quand même des vêtements, vous avez des cheveux. Enfin c'est assez intéressant à voir comment c'était monté et enfermé dans un tableau pour mettre au mur. Ça c'est super intéressant. Et je travaille aussi, donc comme je suis dans la cire en ce moment, sur une poupée en cire. Une vraie avec un corps articulé. En fait, c'était une technique qui était une technique allemande qui en fait faisait une tête de poupée en carton moulé et recouvrait de cire, ce qui donnait un côté un peu réaliste à la poupée. Et cette poupée était drôle parce qu'elle avait été restaurée par quelqu'un qui avait trouvé assez intéressant de lui mettre des yeux d'ours au lieu des yeux humains. Donc ça lui faisait un regard vraiment étrange. Et quand on a sorti les yeux d'ours, on a rigolé parce que on a compris pourquoi le regard était étrange. Alors, vous faites de la restauration, on l'a dit, de la sculpture également. Est-ce que vous avez également des œuvres personnelles que vous exposez, peut-être, que vous gardez pour vous? Alors oui, parce que le problème de la restauration, c'est de faire des morceaux. Donc vous allez faire un bras par-ci, un doigt par-là, un bout de pied, un bout de tête. Donc des fois j'en ai marre, je fais des choses en entier. Donc ça m'arrive de faire des portraits ou des choses comme ça, mais c'est pour satisfaire en fait une volonté de faire enfin quelque chose en entier. Ça se comprend, effectivement. Ouais. Mais peut-être que ça donnera lieu un jour à une exposition. On ne sait jamais. Pourquoi pas, jamais. N'est-ce pas? Là, en l'occurrence, il y avait un projet qui était intéressant. Là, on va faire les Journées européennes des métiers d'art qui vont être... et je vais exposer à Cournon. Et l'organisatrice a eu une super idée. Elle nous fait faire une œuvre collective. Et là, en l'occurrence, je fais une sculpture en entier. Ah, on a hâte de voir ça. Voilà. Ça se passera à Cournon. C'est à quelle période, du coup? C'est les 10, 11, 12 avril. À la salle de l'Alambic à Cournon. Bon, on retiendra cette date, donc faut pas oublier d'aller du côté de Cournon début avril pour découvrir ces métiers d'art et puis découvrir bien sûr votre travail surtout parce que... Il y a mon travail, finalement comme c'est une sculpture collective, tous les artisans qui font partie de cette exposition vont faire une œuvre qui représente leur métier. Alors j'ai trouvé que c'est une idée vraiment sympa, donc on va voir ce que ça donne tout assemblé. Mais... Eh bien oui, bien sûr, tout à fait. En tout cas, on était ravis vraiment de vous avoir avec nous, c'était un plaisir Marilyn de découvrir ces poupées et votre travail. J'ai une dernière question pour vous qui est très importante. C'est celle qui va permettre de vous retrouver. Alors, quels sont vos contacts? Est-ce que vous avez une page Facebook? Vous avez un site internet? On en a parlé. C'est le moment de donner toutes ces infos à nos auditeurs. Alors, j'ai un site internet qui est restaurationdepoupées.fr. Après, on peut me retrouver sur Facebook, sur Instagram et on peut me joindre par téléphone. Toutes les infos sont sur le site et si vous souhaitez venir à l'atelier, l'idéal c'est de prendre rendez-vous. Comme ça, je prends le temps de regarder vos objets et de voir ce qu'on peut faire ensemble. D'accord. Donc, on retiendra votre nom, les poupées de Marilyn. Oui. Vous êtes situé de quel côté du coup? Vertaison. Vertaison, d'accord, donc pas très loin de Le Zoo pour ceux qui ne connaissent pas, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est facile à trouver, Vertaison, c'est entre Billon et Pont-du-Château.
Oui, en plus, c'est vrai, tout à fait. C'est pas très loin de Clermont, donc facile pour tous ceux qui nous écoutent sur le bassin clermontois en plus, donc c'est parfait. Merci beaucoup Marilyn pour toutes ces informations. Merci à On vous. vous souhaite une belle continuation et puis on espère que vous allez continuer à rêver encore longtemps de ces fameuses poupées qui vous ramènent en enfance en quelque sorte. Bah oui. Oui, parce que c'est des souvenirs pour vous aussi, on l'a dit tout à C'est l'heure. des souvenirs pour moi aussi, exactement.